DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Lui n'est jamais blessé, au contraire des attaquants de l'Union. C'est François Garritte. Salut François. Salut Jonathan. Il pourra dire un jour à ses enfants que sur une saison, il aura vu des buts d'Henri Laurens et de Ibe Otekit. Bonjour Frédéric. Bonjour, et ça n'a pas de prix. C'est une terreur sur les terrains de paddle et il n'a pas besoin de bâton dansant pour cela. Salut Yves Teildemann. Salut. Et semaine après semaine, il voit les diables tomber, mais lui a quitté l'infirmerie depuis quelques semaines maintenant. Salut Christophe Frankel. Salut Jonathan. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et notre premier point a trait au topper. Franchement, on a vu un bon petit match de foot ce dimanche après-midi. Et Yves, on va se demander pourquoi le Sporting de Jérémy Taravel est désormais invincible avec ce chiffre. 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls. C'est plutôt un bon bilan pour le Français. Oui, vraiment, on ne s'y attendait quand même pas. Après, souvenons-nous de la défaite sous Edward Steele à Genk. On ne s'imaginait pas qu'avec Taravel, Anderlecht réaliserait cette série ici. Donc vraiment chapeau à lui. Je dois dire qu'il a quand même une petite patte de lapin à la Robert Wassel, je crois. Mais quand même, il fait quand même des choix audacieux et tout marche pour Anderlecht en ce moment. Donc, où est-ce que ça va s'arrêter ? Ils ont presque des regrets en plus après ce match-là. Oui et non, parce que on voyait déjà Tsolis marquer le 3-2 à la 97e. Là, il faut dire que Kosemans fait un formidable arrêt. Mais c'est vrai qu'ils peuvent marquer le 1-3 et qui aurait cru qu'Anderlecht pourrait faire mal à ce Bruges-ci, quoi. C'est vrai que Mignolet a été sauvé par son montant sur cette tête d'Augustinsson. Christophe, c'est vrai qu'ils sont invincibles pour l'instant et c'est vraiment une grosse surprise. On ne les attendait pas à cette hauteur de performance-là. Non, c'est marrant, mais je trouve qu'il transforme petit à petit Anderlecht. À part, il y a eu un mauvais match, c'était contre la Louvière. Ouais. Tout le monde fait un mauvais match contre la Louvière, donc ça compte pas. Et la première mi-temps contre Agel était quand même mauvais aussi. Mais enfin, il y a eu une demi-heure qui était aussi catastrophique ici à Bruges. Donc voilà, ils ont des périodes de match, mais ils s'en sortent. Et je trouve vraiment, ils transforment cet Anderlecht petit à petit en Union Saint-Gilloise. Ils jouent de la même façon, quoi. Et je me demande s'il fait ça parce que ça marche pour l'Union depuis des années, on l'a suffisamment dit, ou s'il prépare déjà la finale de coupe en disant on va les prendre à leur propre jeu, ou si c'est les deux, c'est peut-être parce que c'est les deux. Mais vraiment, on voit toutes les occasions, c'est pratiquement la même chose. C'est récupération devant le rectangle d'Anderlecht et ils partent avec une vitesse, bam, ça part vraiment. Il y a aussi beaucoup plus de, je ne vais pas dire de perversité, on en reparlera tout à l'heure peut-être avec Burgess, mais de vice, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci, dans le jeu. Tu le soulignais d'ailleurs avec Diarra, ouais. qui est vraiment un bon exemple. Ils ont trouvé leur Burgess à eux, c'est Diarra. Vraiment, ils y vont et ça marche plutôt bien. Et l'Union devrait peut-être s'en espérer puisqu'ils jouent sans attaquant. Ils ont trouvé aussi une solution sans attaquant, donc c'est peut-être une bonne solution pour l'Union. François, tu valides le constat fait par Christophe ? Oui, c'est vrai qu'ils savent vraiment ennuyer l'adversaire. Après, pour revenir sur les 5 matchs de Taravel, c'est clair que là c'était Bruges à Bruges, donc c'est pas mal. Les 4 autres, c'était quand même contre le 10e, le 12e, le 13e et le 15e, donc c'était pas non plus des adversaires d'un très haut rang. Après, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est l'efficacité d'Anderlecht. Il y a Torgan Hazard qui montre aussi ça. C'est quand même le 2e joueur le plus décisif de Pro League quand on compte ses buts et ses assists. Cette pénalty quand même. Cette pénalty, mais ça n'empêche, voilà, il les met et voilà. Et c'est quand même, je pense, 11 buts et 7 assists, je pense, au total. Et alors, pour finir avec les stats, j'ai regardé aussi un peu les expected goals. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que vraiment, on est sur une efficacité vraiment impressionnante. C'est 1,02. Hier contre Bruges qui en a 3,45, 5 buts marqués contre OHL, 1,82 d'expected goals et 4 buts marqués contre Zulte Waregem, 1,84. Donc vraiment on est dans une efficacité. Les 5 derniers matchs choisis c'était 2 buts seulement en 5 matchs, ici c'est 15. Voilà, quand on arrive à se rendre efficace comme ça, à prendre ses bons moments comme Nathan Decat l'a fait sur la seule petite occasion dans les 30 premières minutes, 45 premières minutes, voilà, ça... Le match où ils étaient le moins efficaces, et c'est marrant, c'est celui où ils gagnent 0-4 à l'Antwerp, où ils doivent peut-être en mettre le double, mais voilà, c'est comme quoi c'est vrai que c'est hyper efficace. Ouais, mais ça me surprend quand même les stats par rapport à hier, parce que il y a le poteau. Ouais, à la fin du match, tu dis quand même au niveau des grandes occasions, c'était quasiment du 50-50, je trouve. Donc, quand on voit les occasions que Bruges a eues en tout début de match aussi et sur la fin, et en fait c'est ça aussi, c'est que je pense que la grande chance d'Anderlecht ce dimanche c'est d'avoir tenu bon pendant 15 minutes, parce que pour le même prix, j'ai l'impression que s'ils prennent 1 ou 2 buts sur les quelques occasions dans les 15 premières, ça peut être 4-0 et on n'a pas le même discours ce matin. Yves, après on
voit quand même sur certaines séquences un peu de cet ADN anderlechtois, parce que d'accord, il y a cette passe décisive de Solis sur le but de Greffe, mais ce qui se passe aussi sur le premier but, même si c'est en transition, on voit de la justesse technique, on sent quand même que Jérémy Tarabel a certaines idées d'un point de vue offensif, et ça c'est incarné par le nouveau rôle de Thorgan Hazard. Oui, et non seulement le nouveau rôle de Thorgan Hazard, mais aussi quand même de Nathan Decat, qui me surprend vraiment au poste de 10. La semaine passée, justement, contre Roagel, en début de match, je me disais, c'est pas vraiment quelque chose pour lui, même s'il a fait une superbe action là, à la ligne de but. Mais ce garçon vraiment devient trop fort pour notre championnat. Non seulement il récupère des ballons avec ses longues perches, il fait des tacles vraiment impressionnants, mais aussi techniquement, il est très fort. Et la façon dont il dépose le ballon dans le but de Mignolet, vraiment, et son calme, après, non seulement la façon dont il fait son but, mais aussi la façon dont il est venu nous parler après le match. On aurait dit qu'il avait gagné un petit match dans son jardin à Perques. Vraiment. Fred, oui. Au-delà du cas Jérémy Tarabel, restons quelques instants sur Nathan Decat. Oui. Est-ce que Rudy Garcia doit le convoquer ? Selon les absences, oui. Si tout le monde est là, je ne vois pas trop, sinon à lui faire vivre un rassemblement et voir un peu ce que c'est, mais pas pour l'intégrer dans une rotation. Je pense que c'est encore un peu tôt, et encore plus à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est encore un peu tôt. Mais s'il y a des absents, là, il peut avoir sa place. Mais je me dis toujours que c'est mieux, c'est un grand talent, c'est un super talent. Anderlecht aura certainement du mal à le garder, sauf éventuellement à faire comme Genk a fait avec De Bruyne et Penders. Mais il faut encore lui laisser le temps de grandir, parce que les Diables Rouges, c'est encore une étape plus loin. Donc j'attendrai encore un peu. Dans ce secteur de jeu, là, il n'y a que Yuri Tielemans pour l'instant qui est blessé. Absent, ouais. Christophe, faut l'appeler ou pas ? Je dirais quand même oui, parce que quand je vois comment il a appelé Mokyo, qui avait moins montré à l'Ajax que ce que Decat a déjà montré cette saison en Anderlecht, ou même un petit peu la saison passée, je le prendrais. Mais comme dit Fred, un peu en complément, lui faire un peu découvrir le truc. Et puis aussi pour Garcia, de se dire si, on parlait de patte de lapin tout à l'heure, parce que lui il l'a pas pour l'instant, qu'il est blessé, si ça continue l'hécatombe, au moins que Decat ait déjà peut-être un peu goûté au groupe, et Decat il peut jouer, on le vient de le dire, il peut épater en 10, il peut jouer en 6, il peut jouer en 8, j'ai l'impression qu'on le mettrait en défense centrale, qui ferait ça. Il est un peu lent, mais ses formateurs, il est un peu lent, mais il ferait ses matchs, il est bon partout, parce qu'il a une souplesse de cheville, je veux dire, il m'épate dans tous ses gestes techniques, donc moi je le prendrais. Il y a juste aussi un élément, et je pense que c'est pour ça qu'il a été remplacé à Bruges, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas la situation ou les dessous, c'est un changement qui peut surprendre quand il fait sortir Decat. Il y a quand même aussi toute la dimension physique surchargée. Son programme est déjà chargé pour son âge. Je crois que c'est le joueur qui joue le plus en Europe. Je me réfère à ce que tu as dit lors d'une très bonne émission hier sur la RTBF. Et donc, ajouter à ça les Diables Rouges, est-ce que c'est pas... Alors, forcément, peut-être qu'il ne faut pas regarder le problème sous cet angle-là, mais peut-être que du côté d'Anderlecht, ils vont peut-être aussi l'envisager de cette manière-là. Certes, le mettre chez les Diables, financièrement, c'est un bonus en plus pour un transfert. Mais si c'est surcharger son calendrier pour qu'il se pète pendant les playoffs, c'est aussi un équilibre qu'il faut trouver. Ouais, sachant qu'il ne jouera pas forcément 180 minutes non plus contre les États-Unis et le Mexique, si jamais il est appelé. François, tu l'appelles ou tu l'appelles pas ? Oui, parce que je pense qu'il va beaucoup plus apprendre qu'être fatigué en allant à ce genre de match. Et moi, ce qui m'impressionne vraiment chez lui, c'est aussi son côté un peu leadership au ballon. Et je me rappelle qu'on en parlait ici dans cette émission, qu'il manquait vraiment des leaders à cette équipe d'Anderlecht. Finalement, quand on voit le match d'hier, comme tu l'as écrit, Yves, le match de Diarra, le match de Decat, Saliba aussi qui a été très bon, Hazard dans son rôle aussi qui est une sorte de leader, Kosemans qui reste toujours un leader et qui fait gagner des points comme on l'a vu à la dernière seconde. Je pense que c'est aussi ça, il y a cette efficacité à Anderlecht, mais il y a aussi ce retour en termes de mentalité et de leadership qui est déjà un peu plus présent, et Nathan Decat le montre assez bien. Yves, on attend que ça finalement, Anderlecht qui soit appelé en sélection pour justement battre ce fameux record de Jérémy Doku. Ouais, je crois que pour le stage de la fin mars, je crois que d'office il sera repris. Il faudra voir qui sera prêt à la Coupe du Monde, mais s'il poursuit sur cette lancée pendant les playoffs et qu'il fait une super finale de la Coupe, je crois que ce sera très difficile pour Garcia de ne pas le reprendre, parce que vraiment ce garçon-là... Mais si tout le monde est présent, qui sort
qui sort de l'équipe pour faire rentrer ou du groupe. Je dis pas de l'équipe, mais ou du groupe. Ah, Qui sort du groupe pour faire ça, c'est rentrer le compliqué pour la Coupe du Monde, c'est vraiment compliqué. Il y a pas. N'oublions pas pas qu'on grand sera, monde, et puis il y a sur des groupes de 26 aussi. Voilà, c'est sûr, mais Oui. bon, De Cat, on disait une polyvalence, mais quand même vraiment aller le chercher. Qui enlever quand même, parce qu'il a repris. Hein, il a quand même, il a repris 31 joueurs depuis le début de son mandat, Garcia. Donc déjà dans ces 31 là, il y en a quand même bien 26 clairement potentiels titulaires. Titulaires non. On peut rajouter un 32e par exemple avec Mandela Keita qui fait de très bons matchs. Voilà, c'est ça, lui aussi peut se dire, mais moi c'est dans le championnat d'Italie, donc voilà, c'est compliqué de dire, mais clairement ici pour le stage, je lui ferai goûter. Après, Anderlecht sera sans doute content par rapport à sa valeur marchande, mais par rapport au repos, parce que ça lui a fait beaucoup de bien la dernière trêve international, lui a fait beaucoup de bien. Donc ici, il y a le voyage en plus, il y a le décalage horaire. Donc, quand je parle de raisons physiques, c'est pas tellement jouer, parce que jouer, non, a priori, s'il joue, c'est peut-être 30 minutes maximum. Mais c'est malgré tout le voyage, c'est le décalage horaire. Et en plus, c'est dans une ville où il va faire chaud, a priori, Atlanta, et dans une ville où il va faire sans doute un peu plus froid, Chicago. Je veux dire, c'est vraiment pas un voyage pour l'organisme d'un sportif qui est parfaitement reposant. On suivra assez naturellement. Avec attention, on n'a pas fini d'en reparler de toute façon de Nathan De Cat et de son futur chez les Diables. Le futur à court terme du Standard l'emmènera-t-il en Champions Playoff? On s'y intéresse de suite. Frédéric, le Standard fossoyeur de Sven Vandenbroek qui a été licencié après cette défaite à domicile face aux Rouges. Est-ce que ce résultat permet ou donne le droit en tout cas au Standard Men de rêver au Champions Playoff? Eh bien, comme chaque semaine, je vais vous répondre oui, ils ont le droit de rêver, oui, ils sont candidats, de toute façon, ils l'ont dit en début de saison, mais comme chaque semaine, je vous dirai, on attendra toujours le match d'après, puisque c'est comme ça au Standard. C'est pas tellement le match qui est passé qui est intéressant, c'est plutôt le match à venir, et donc ce sera à l'Antwerp dimanche. Au moins une stat positive pour le Standard, c'est qu'il a un meilleur bilan en déplacement qu'à domicile, donc ça c'est de bon augure pour l'Antwerp. C'est même la troisième équipe, la troisième meilleure équipe en déplacement en Belgique. Donc rêver d'être Champions Playoff, ce serait presque une faute professionnelle de ne pas le faire. Donc oui, ils doivent rêver, ils doivent tout faire pour y arriver, en sachant qu'ils dépendent de Gand, évidemment, puisque si Gand fait un carton plein, et aussi Malines, parce que Malines n'a pas un calendrier si simple. Malines finit contre Anderlecht et Bruges, je pense. Donc ils dépendent de toute façon des autres, mais ils doivent faire le nécessaire pour se donner toutes les chances, et pourquoi pas faire un 9 sur 9 pour finir la phase régulière, ce qui serait une première cette saison. Mathématiquement, on a Anderlecht qui est 4e avec 44 points, Malines 5e 42, la Gantoise 6e 39, 7e le Standard 38, 8e Genk 38, 9e Westerlo 38, 10e l'Antwerp 34 et 11e Charleroi 34. Ce sont les équipes qui peuvent encore y croire, je dis bien mathématiquement. Et petit rappel très utile, le critère de départage, Yves, c'est le nombre de victoires. Donc la question, elle est très simple, messieurs. Parmi ces 8 équipes, on en a 3 qui seront en Champions Playoff. Quelles seront-elles, Yves? Moi, je mise quand même sur Malines et sur Gand. Mais non, Christophe? Anderlecht, Malines, Gand pour toi? Malines, tu es optimiste, hein? Tu es sûr que Malines va perdre contre Anderlecht? Et contre Bruges après 0 sur 6, ils sont catastrophiques dans le jeu. Malines, moi je trouve on a l'impression qu'ils sont déjà qualifiés, mais moi je me méfie à leur et malheureusement pour eux, Malines a un historique avec les dernières journées pour les Champions Playoff qui est pas trop favorable. Parlons-en à Yannick Ferreira. Yves, donc du coup, toi, Anderlecht, Malines, la Gantoise? Oui. Christophe? Anderlecht, Gand, Standard. Anderlecht, Gand, Standard. Fred? Professionnellement, parce que c'est quand même plus intéressant de voir le Standard en Champions Playoff, j'ai envie de dire Anderlecht, Standard, Gand. La raison est pour voir cette équipe cette saison et de semaine en semaine qui a quand même du mal à enchaîner les victoires. Je crains que ce sera Standard, Malines, Gand. Malines plus sur l'absence de points. Pardon, Anderlecht, Malines, Gand. Et Malines, ce sera plus sur l'absence de points des autres que sur les points qu'ils auront pris eux. Un peu par défaut. François? Ouais, j'allais dire la même chose, plutôt Anderlecht, Malines, Gand, et pas grâce à Malines, mais plutôt à cause du Standard, parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. On a un regain d'énergie, on se dit c'est parti, et puis ensuite non. D'autant plus que s'ils sont là maintenant, et si on ose croire aux playoffs, c'est aussi
grâce aux autres. Quand on voit que Charleroi fait 1 sur 15, quand on voit que l'Antwerp fait 4 sur 15, qui étaient un peu les deux candidats qu'on voulait peut-être un peu voir dans les Champions Playoffs pour avoir quand même des beaux Champions Playoffs. Donc le Standard peut aussi remercier ses adversaires, même si ce serait quand même mieux d'avoir ce Standard dans ces Fred, playoffs. le Standard peut aussi remercier Yelevossen de chausser du 44 parce qu'il était hors jeu d'un orteil. Ça a empêché d'avoir ce penalty qui a été finalement annulé par le VAR. Sans savoir si ce penalty allait être marqué ou pas. C'est quand même un élément essentiel, mais c'est vrai que c'est cette question du VAR qui modifie, quoi qu'on en dise, un peu la perception des choses. Alors ça se joue à une pointure de chaussure. Je crois que ça a bien arrangé les arbitres. Parce après c'était zone grise. C'est ça. Il y avait pas penalty, mais il y avait pas suffisamment Toi, tu donnes pas d'erreurs. le penalty. Moi, j'aurais donné penalty. Moi, j'aurais pas donné. Moi, je trouve que c'est trop léger. Tombe déjà avant le contact. Mais le VAR ne peut finalement, il peut pas dire c'est une erreur flagrante, on revient dessus, va voir. Et donc finalement, ce petit hors-jeu dit c'est toujours le même débat, et comme d'habitude, si cette faute arrive au milieu du terrain, pour moi on la siffle, il y a pas du tout de scandale. Là honnêtement, moi j'aurais pas trouvé ça scandaleux. On parlerait de quoi depuis le début de l'émission si Vossen égalise sur ce penalty quand même très léger. Ouais. Moi, j'ai une petite idée de ce qui se raconterait à Liège. Penalty ou pas? Zone grise, donc l'arbitre l'avait donné, donc je crois pas que le VAR serait. Mais est-ce que le VAR a appelé l'arbitre par rapport au hors-jeu? Non, ils ont d'abord écouté le hors-jeu et puis ils se sont dit on verra bien la phase après. Et puis finalement le hors-jeu les sauve. C'est vrai que globalement, Fred, dans le jeu, on va passer à autre chose. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le Standard peut rêver, mais s'il veut rêver, il a quand même intérêt à montrer autre chose. Parce que c'est un peu une victoire venue d'ailleurs, un but qui est but sur lequel les trois remplaçants, les trois joueurs montés au jeu, ont participé. Donc Nkada, Ngene et Abid, ce qui n'est pas toujours courant au Standard, mais c'est vrai que dans le jeu, globalement, offensivement, on voit... Défensivement, c'était solide, c'était bien compact, mais on voit qu'offensivement cette équipe est encore et toujours rattrapée par ses limites dans la construction. Et donc on peut quand même dire qu'au Standard on lit l'ADH et l'avenir, puisque Fred avait expliqué que les remplaçants du Standard étaient catastrophiques, il n'y avait jamais rien qui venait du banc, et là ça vient du banc, le but qui sans doute vraiment fait basculer peut-être la saison. Oui, petite confidence, Vincent Evrard m'a expliqué après le match qu'il avait placardé dans le vestiaire le tableau en disant à ses joueurs, regardez l'Union, ils sont beaucoup trop décisifs, nous on est dernier, comment c'est possible? Donc voilà, si ça peut aider le Standard à être en Champions Playoffs, je veux bien sortir un tableau ici cette semaine, ou Vincent ou Mika. On se rappelle quand même cette série absolument dingue du Standard en Europe Playoffs, c'est 30 matchs en victoire. Et on parlait de Torgan Hazard, 11 buts, 7 assists. Ici, il faut descendre à la 29e place du classement des buteurs pour trouver le premier buteur liégeois, c'est Saïd avec 5 buts. Et à la 34e place chez les donneurs d'assists, toujours Saïd avec 3 assists. Quand tu disais qu'offensivement c'était compliqué, là c'est un peu la preuve. Et je pense que le problème est même plus complexe que simplement sortir un buteur ou un passeur décisif. Le problème vient même du cœur du jeu, ou en termes de construction, parce que forcément pour marquer des buts il faut emmener des ballons devant, c'est limpide. Mais dans la construction, c'est tellement pauvre qu'il n'y a pas suffisamment de ballons qui arrivent. Et Vincent Evrard est bien conscient que c'est un élément sur lequel ils doivent travailler. Il a changé de système, il a essayé de positionner Saïd un peu plus haut pour avoir moins de travail défensif à faire. Mais on voit que ça reste quand même très compliqué, surtout quand l'adversaire a un jeu un peu plus attentiste. Après, le Standard a fait finalement, en jouant très mal, a fait un meilleur match à Zulte qu'Anderlecht l'avait fait, l'Anderlecht de Taravel. C'est jamais simple de jouer à Zulte. D'ailleurs, quand même, petite pensée pour le pauvre Van den Broek qui, je trouve, dans le jeu, mais si c'était pas un match, c'est quand même pas que je vais dire c'est injuste, mais c'est un peu comme pour celui de Dender. Ça paraît dur quand même. Le gars, il faisait pas du mauvais boulot, et donc, je sais pas s'il nous écoute, mais c'est un amoureux de la Wallonie, vraiment, réellement. Et donc, je trouve que c'est un peu triste pour lui. Donc, moi je pensais pas non plus après le match de Zulte contre Anderlecht, je me disais que le Standard ne gagnerait jamais là-bas. Donc chapeau. Il y a deux pour moi très bons joueurs là-bas, c'est Ehrenberg et Menta. Je sais dans un autre style, mais quand même. Il reste 5 coachs qui étaient là. La petite quiz pour finir. Il reste 5 coachs. Qui étaient là en début de saison. Pour commencer la saison, il en reste plus que 5 puisque le pauvre Walter Ranken. Ah, c'est dur, hein. Frédéric Taquin. Bravo. À la Louvière. Encore 3. On peut regarder une fois tout en bas de classement, quasiment. Non, c'est qu'ils ont changé. Non. Non, on a tellement cru qu'il allait changer. Il est toujours là. Sinel, il est toujours là. Il dit rien, mais il est là. Et il en reste 2.
Le cercle. Et il y en a un qu'on oublie et qu'on a même oublié de citer presque pour Westerlo. Ouais, Westerlo. Charaï, il est là. Et alors, Amaline Van Der Biest. Ah oui, bah oui. Donc voilà, qui est le plus ancien, qui est vraiment le doyen, le doyen des entraîneurs. Ouais, c'est vrai que c'est la vie d'un entraîneur que d'être sur le fil. C'est un peu l'histoire aussi de la carrière de Christian Burgess. Il a fêté sa 250e et si vous ne l'avez pas encore fait, allez lire ce que ses entraîneurs disent de lui. François, tu as recueilli leur témoignage. On a eu finalement un résumé de la carrière de Christian Burgess sur ce match contre Genk avec un but, un penalty provoqué, un bon gros tacle sur Mirizola qui emporte encore les stigmates. C'est du Burgess tout craché. La question elle est simple. Faut l'aimer ou faut le détester ? Pour moi, c'est clair. Il faut l'aimer quand il est dans votre équipe et il faut le détester quand il est dans l'équipe adverse. Et c'est ce que justement ces coachs disaient. Je pense qu'ils n'osaient pas trop appuyer sur ce point-là, mais que ça soit Gerhardt, que ça soit Blessing ou même Pocognoli la saison dernière. En fait, ils aiment quand Burgess harangue les foules. Ils aiment quand il apporte vraiment cette énergie positive dans l'équipe, quand ça tourne peut-être un peu moins bien. Et puis on parle de l'Union comme la meilleure défense depuis tellement d'années. Il en est aussi une des raisons. Pour moi, la raison principale, il y a 16 buts encaissés seulement cette saison à l'Union en championnat. Burgess est quand même un patron, que ça soit par la voix, que ça soit par le placement, il insuffle vraiment quelque chose de positif. Et en plus de ça, il sait marquer des buts comme il l'a fait samedi. Alors clairement, il a ses défauts, lui-même le sait. La vitesse, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais finalement, il arrive, avec son placement, avec son sens du jeu, à gommer ses défauts. Je pense qu'il est là où il doit être, parce qu'il ne pourrait pas vraiment passer un palier vraiment dans sa carrière. Il le sentirait vite et ses défauts ressortiraient. Mais ici, à l'Union, il est vraiment dans un fauteuil. Alors oui, il fait parfois une petite faute. Un peu appuyé. Mais la petite faute, ça, il ne considère pas que c'est un point faible de sa part. Je suppose que ça fait partie de son jeu, je pense. Et je pense que oui, ça fait partie de cette hargne qu'il a. Et ça, je pense que ça rapporte plus à l'Union son côté un peu vicieux, son côté vraiment solide, que ça n'en coûte. Un petit quiz, messieurs. Donc Christian Burgess, c'est 250 matchs avec l'Union, 17 buts, 9 passes décisives. Combien de cartes jaunes ? Je dirais 75. Et moi, j'ai regardé le total de sa carrière, c'est 126 cartes jaunes, je crois. Et si on ajoute les 10 qu'il a pris qui ont été doublés, deviennent des cartes rouges, ça fait donc 136 cartes jaunes. Et il n'a pris qu'une carte rouge directe à Genk. Et c'est à Genk, ouais. Mais en fait, on pourrait rigoler, mais ça montre justement à quel point il s'est flirté aussi avec la limite. Et ça veut dire que quand il fait un tacle un peu vicieux, voire très méchant, il sait très bien ce qu'il fait. Il est tout sauf un idiot, pour ceux qui... François, tu le côtoies plus que nous, mais on l'a tous vu en interview et tout. C'est vraiment quelqu'un d'intelligent dans la vie de tous les jours, qui s'intéresse à plein de choses. Donc c'est tout sauf un idiot. Donc quand il fait quelque chose qu'il ne peut pas, qui est méchant, il le sait très bien. C'est pas de la maladresse. Il n'est pas maladroit comme défenseur. C'est un vrai défenseur qui sait très bien défendre. Donc il est vicieux, mais je trouve que quand on a un gars comme ça dans son équipe, vous êtes milieu de terrain, vous êtes attaquant, vous êtes back, vous pouvez pas ne pas bien défendre, vous ne pouvez pas à un moment dire bon, je suis milieu de terrain mais il y a encore la défense derrière, je vais un peu moins courir, parce que qu'un gars comme ça psychologiquement ça vous porte en fait. Et c'est ça aussi qu'à l'Union, ils savent très bien qu'ils pourraient avec leur data trouver un défenseur qui est plus moderne, qui relance mieux, qui court plus vite. Ils pourraient facilement, ils ont les armes. Mais Burgess dans une équipe, je suis sûr que vous le mettez à Bruges, il serait très utile et il serait adoré par le public. Regarde, à Anderlecht où on dit toujours c'est un public d'esthètes, je suis sûr qu'ils vont se dire, comme tu l'as justement écrit Yves, que Diarra, c'est quand même très pratique d'avoir un gars comme ça dans l'équipe. Non, parlons pas au standard. Enfin, tout le monde serait bien content d'avoir un Burgess dans son équipe. Fred, on l'aime ou on le déteste ? Je ne vais pas redire ce que François a dit, puisqu'il l'a très bien dit. Quand on est équipier, c'est un joueur qu'on doit adorer. Comme a dit Christophe, c'est un garçon suffisamment intelligent pour savoir à quel moment il peut le faire et pas le faire. Je ne sais pas s'il y a des datas à l'Union pour savoir comment les arbitres réagissent en fonction de certaines décisions. Donc, oui, je pense que globalement, c'est quelqu'un qui est utile dans une équipe. Et c'est aussi son profil n'apparaît pas spécialement dans des datas, parce que c'est plus l'aspect psychologique et de groupe. Moi, il y a toujours une question que je me pose avec Burgess et l'Union. Si l'Union était 7e, poserait-on la même question sur le comportement de Burgess ? Je crois
pouvoir dire, je suis à peu près sûr que non. Et en fait, Burgess démontre aussi à quel point l'Union ennuie les autres. Et on le voit, à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec un club du top, on va ressortir, oui, mais et Burgess. Il y a eu le même débat, Burgess, après le Standard. Et je pense que si l'Union est 7e, Christian Burgess, personne ne regarde pour savoir si on l'aime bien ou on le déteste finalement. C'était encore plus vicieux ce qu'il a fait à Sclesien que ce qu'il a fait pour Oui, bien sûr. Mais je trouve que Burgess est à l'image de l'Union. On en parle beaucoup parce qu'il ennuie les grands. S'il n'ennuyait personne, je pense qu'on ne parlerait pas de Burgess. Yves, qui est l'élégance incarnée sur le terrain et à qui on va donner le dernier mot dans ce débat. Non, moi, ce qui me fascinerait, c'est de savoir ce qu'il dit pendant un match, aussi bien aux arbitres que... Tu te rappelles qu'avec Jan Vertonghen, on a accroché un petit micro à sa vareuse. On ne pas le faire avec lui, je pense. Propose un peu à l'Union de faire ça. Et c'est fabuleux parce que avant, des joueurs comme Frankie Van der Elst, comme Tim Simmons, ils étaient crapuleux parfois quand ils le pouvaient. Aussi, on a une belle image. Ils parlaient tout le temps à l'arbitre. Van Aken aussi. Van Aken, il est détesté par les arbitres parce qu'il est énervant, pour le dire gentiment. Voilà. Et je veux dire, avoir un joueur comme ça dans son équipe, c'est pas non plus un hasard si l'équipe en général est plutôt bien. Mais en même temps, comme tu le disais, c'est quelqu'un de très intelligent. Il sent le truc. Moi, je me rappelle d'une image, je pense que c'était contre l'Antwerp, où il y avait un joueur adverse qui avait enchaîné les fautes. Burgess, au lieu d'aller vers l'arbitre et de commencer à gueuler, il est arrivé vers l'arbitre, il a fait comme ça, 1, 2, 3, 4. Et en fait, il a fait passer son message, il n'a pas pris de carte, et l'arbitre a bien compris, voilà, et lui, intelligemment, il a fait passer son message, et je pense que le joueur avait pris carte dans la foulée. Donc il y a aussi ce côté vraiment intelligent, vicieux, mais aussi intelligent. Il sera un super arbitre. Vraiment, il sera super arbitre, parce qu'il sent vraiment le jeu. Mais bon. On lui proposera peut-être cette reconversion. Ça arrive en France, ça existe. Gaël Angoula, ça pourrait être comique à suivre. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du Décrassage avec déjà l'avant-dernière journée de la phase classique au menu. À bientôt, salut. DH Football Club, le décrassage.